الراعي والشريك الحصري للرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Retrouvé en direct sur Canal Algérie pour votre émission Canal Foot. Au sommaire de ce 24e numéro de la saison, on reviendra bien évidemment sur la liste de Djamel Belmadi et sa conférence de presse tenue ce matin au Centre technique national. Riyad Belkhadim était présent à cette conférence et nous fait un sujet sur les principales déclarations du coach national. On parlera évidemment de la Ligue des champions africaine avec les qualifications du CRB Louizded et de la jeunesse sportive de Kabylie, alors qu'en Coupe de la Confédération, l'USM Alger, qui a évité la défaite à la dernière seconde du match, n'est pas encore qualifié et devra absolument arracher le point du match nul au moins lors de la dernière journée face au club libyen d'El Akhdar pour valider sa qualification. Et on terminera notre émission avec la Ligue 1, bien évidemment, avec la 20e journée disputée ce week-end avec l'Entente de Sétif qui bat l'AS Souchlef et qui monte sur le podium. Et pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau l'entraîneur du Hilal Shulroum Laïd, j'ai nommé Fodil Salem. Bonsoir, Fodil, merci d'être avec nous. Très honoré d'être avec vous et merci pour votre invitation. Malgré la saison chaotique du Hilal Shulroum Laïd, c'est bien de parler de cette équipe et justement revenir en détail en fin d'émission, notamment sur ce qui n'a pas marché cette saison du côté de Shulroum Laïd. Et de l'autre côté de la table, nous avons un invité, un ami, j'ai envie de dire, Mehdi Dahak, journaliste et journaliste à DZ Foot. Merci Mehdi d'être avec nous. Merci Saïd, très honoré de l'invitation. Et à vos côtés, l'inamovible Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd et bonsoir à nos amis et surtout bonsoir à nos amis téléspectateurs qui nous suivent assidûment. Très très bien, on va commencer notre émission avec la première rubrique, les 3 points de Kawa. Qu'est-ce qui a marqué notre ami Abdelnour durant cette semaine écoulée? Tout d'abord, c'est un décès, c'est la perte d'un ami, d'un grand frère, Saïd Houchem Rahmou, qui était gardien de but de l'équipe nationale et du NET principalement. J'ai été très très peiné d'apprendre son décès. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions ensemble. La famille du football, du sport en général, est encore endeuillée une nouvelle fois. Dieu seul sait combien on en a parlé au cours de nos émissions. Malheureusement, la série noire continue. Mais Rahman, Inch'Allah. De toute façon, c'est quelqu'un qui reste très très cher à mon cœur. Mais malheureusement, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, on n'a pas su tirer profit un peu de leur expérience. Et c'est ce qui est encore plus navrant. Notamment du côté du NET. Du football en général. C'est pas tous les jours qu'on rencontre qu'on a des gardiens de cette valeur. C'était quelqu'un d'extraordinaire dans les buts, dans la vie de tous les jours. Allah yarhamou. Enfin, le deuxième point, c'est un peu, vous en avez parlé dans votre sommaire, c'est les qualifications de nos clubs en Coupe d'Afrique. Ça veut dire tout simplement, dans un premier temps, bien sûr, je ne vais pas aller au fond des choses, que le football algérien se porte quand même assez bien, qu'on le veuille ou pas, puisqu'on a réussi à nous qualifier pour le quart de finale. Le CRB, ça a été beaucoup plus facile, puisque d'abord ils ont l'habitude de cette compétition. Tout à l'heure, Abdelnour, c'est surtout le Chan aussi, avec cette finale. Oui, avec le Chan bien entendu, avec beaucoup de titres. Et la JSK, qui s'est qualifiée dans la douleur, mais qui s'est quand même qualifiée. Et enfin l'USMA, qui vient de faire un nul. Donc, comme vous l'avez dit, un seul point leur suffira pour passer les poules.
c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Le niveau du football national n'est pas aussi catastrophique que... Bien sûr, bon, nous, en tant que supporter, je ne parle pas en tant qu'entraîneur, en tant que simple supporter, je serais très heureux de voir notre football à un meilleur niveau, ça c'est certain. Malheureusement, il est ce qu'il est. On a parlé des insuffisances, on a parlé de beaucoup de choses. Bon, c'est pas le cas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et enfin, en troisième point, c'est le Saoura qui débute la coupe arabe. On n'en a pas tellement parlé. Et qui a fait un déplacement au Koweït. Ils ont joué contre Koweït, qui est une équipe très aguerrée dans cette compétition, puisqu'ils participent régulièrement à la Coupe arabe. Bon, ils ont perdu 1-0. Le match retour doit se jouer à Oran. Donc j'espère qu'ils auront les possibilités de gagner de plus d'un but. Très très bien, merci Abdelnour. On passe tout de suite à la une. Et à la une donc de l'émission de ce soir, bien évidemment, c'est cette conférence de presse tenue par Djamel Belmadi ce matin au Centre technique national de Sidi Moussa. L'occasion pour lui d'expliquer ses choix, notamment par rapport à cette liste des 25 joueurs retenus pour la double confrontation attendue face au Niger. Ce sera le 23 mars et le 27 pour la manche retour du côté du Tunis. Riyad Belkhadim nous en dit un peu plus à travers ce reportage, ou plutôt à travers la couverture, bien évidemment. Moussa, que l'entraîneur national a donné rendez-vous à la presse sportive afin de revenir longuement sur la liste des 25 joueurs sélectionnés et sur la double confrontation face au Niger le 23 et le 27 mars prochain. Le sélectionneur était très attendu pour commenter sa nouvelle liste de 25 joueurs. Il avait notamment sélectionné 6 nouveaux joueurs. Zinedine Belaid de l'USMA d'Alger, le joueur de Toulouse Farid Chaibi, Kevin Guitoun de Bastia, Ryan Aït-Nouri, le joueur de Wolverhampton, Jawan Hadjam du FC Nantes et Badreddin Bouannani, le joueur de l'OGC Nice. Le sélectionneur espère que ce souffle nouveau viendra renforcer l'effectif national pour les échéances à venir. Après 4 mois d'inactivité, l'équipe nationale reprendra donc du service en entamant dès demain un stage à Sidi Moussa en vue des 2 matchs face au MENA. Les Verts recevront d'abord le Niger jeudi au stade Nelson Mandela de Barraqué à 22h avant de se rendre à Tunis pour affronter l'équipe de Jean-Michel Cavalli le lundi 27 mars au stade Hamadi Aghlibi de Radès. Un double rendez-vous que compte réussir le sélectionneur national avec sa nouvelle armada renforcée par les 6 nouveaux arrivants. On a 2 matchs importants. D'un point de vue mathématique, on veut sur cette date-là, donc j'aurais aimé qu'on pose la question sur l'objectif de cette date. Donc c'est bien sûr l'incorporation de ces jeunes joueurs, mais surtout, avant tout, l'obtention de cette qualification, 2 matchs avant la fin, pour la prochaine Coupe d'Afrique, qui nous permettra de tout de suite, le plus tôt possible, se mettre dans d'autres dispositions. Vainqueur en 2022 des 2 premiers matchs à domicile face à l'Ouganda 2-0 et en déplacement devant la Tanzanie sur le même score, l'Algérie occupe le poste de leader du groupe F avec 6 points devant le Niger 2 points, alors que la Tanzanie et l'Ouganda suivent derrière avec 1 seul point. Alors Fadil Salem, on va revenir sur déjà cette liste des joueurs retenus par le coach national Djamel Belmadi. On a vu pas mal de nouveautés, notamment les binationaux. On va citer quelques-uns, les Ryan Aït-Nouri, Jawan Hadjam, Guitoun, là aussi, Bouannani et Faris Chaibi, plus Belaid, le défenseur de l'USM Alger, donc le seul joueur local retenu dans cette liste. On va dire que c'était attendu. On attendait cette arrivée de nouveaux joueurs, histoire de relancer la concurrence, rebooster un petit peu ce groupe. Salam alaikum. L'essentiel dans cette liste que vient de donner Djamel Belmadi, c'est que je vois qu'il veut une certaine continuité dans son travail. Parce que à chaque fois qu'il y a des nouveautés, il y a toujours quelque chose de bien pour l'équipe nationale. Le coach, il fait du bon travail, j'espère, avec des gens qui sont derrière lui, qui le poussent vraiment.
Avec cette nouvelle liste, je crois que le coach veut donner une bouffée d'oxygène pour l'équipe nationale, surtout les derniers matchs après la désillusion du mondial, de la Coupe du Monde et ainsi de suite. Très très bien. Abdelnour, là aussi, la vie technique du coach. On s'attendait à un certain renouveau, mais on va dire que c'est vrai que Faudel fait bien de le signaler. Hein. Il n'y a pas eu, on va dire, une cassure dans cette liste, puisque la plupart des joueurs cadres ont été retenus. Il y a eu la mise à l'écart de Raïs Mboulhi, Saïd Benrahma, ainsi que certains joueurs qui figuraient dans cette liste lors des précédents stades. Mais on retient surtout Mboulhi et Benrahma qui ne sont pas là. De toute façon, ça, c'est une liste, c'est tout simplement une liste, et c'est un choix qu'il a fait pour ces 2 matchs. Hein. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas une liste définitive, c'est ça et il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc là, il a profité. D'abord, dans cette conférence, on sent tout d'abord qu'il est tout à fait détendu. C'est une conférence qui, moi je pense... Hein, vous l'avez senti détendu ? Absolument, absolument. Moi, moi, je le connais bien. Il était à l'aise pour expliquer un peu ce qu'il a l'intention de faire. C'est vrai que quand il est arrivé, moi je vais être... Il paraissait un peu agacé quand même. À un moment donné, on répond à la fin de sa conférence, oui. Mais je pense qu'il a répondu nettement à toutes les questions et très clairement. Vous savez, quand il est arrivé, moi je vais faire un petit historique très très rapide. Hein. C'était pas évident, sa réussite n'était pas évidente au départ. Hein. Donc il a réussi à transcender cette équipe, à faire d'elle champion. On va pas revenir en arrière. C'est très important. Là, on doit enchaîner. Pour arriver à aujourd'hui. Ça sert à rien de revenir. Non, mais il est passé par plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape qu'il est en train de franchir. Et on a vu 6 joueurs. Justement, 6 joueurs, ça fait un quart de l'effectif. Hein. Mais ce ne sont pas des joueurs qui sont déjà titulaires. Ce sont des joueurs qui vont être mis à l'essai, d'ailleurs il l'a dit. Donc, au même titre que ce qu'il avait fait de par le passé. Mais aujourd'hui, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a des objectifs bien déterminés et qu'il fera tout d'abord pour réussir ses objectifs. Et ça passe, bien entendu, par un renouveau de certains joueurs. Et là, bon, les 6 joueurs qui ont été convoqués, j'espère qu'ils vont apporter ses fruits, d'autant plus que ce sont des joueurs, il y en a 3 qui ont entre 19 et 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, ça augure d'un avenir prometteur pour notre équipe nationale, pour peu. Et puis, il y a une chose qui est nouvelle chez nous, on en parle depuis des années, c'est que maintenant, il y a une volonté criarde des joueurs qui sont en Europe de venir rejoindre l'équipe nationale. Il y a 6 mois, on se demandait, on allait pratiquement échapper Je vais revenir sur ça. Ça aussi, c'est très important. On va revenir sur justement le choix de ces nombreux joueurs de choisir l'Algérie à présent plutôt que la France. Donc c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu une arrivée assez nombreuse de joueurs binationaux en sélection A, bien évidemment. Mais vous étiez aussi présent à cette conférence de presse. Est-ce que vous rejoignez l'avis de Abdelnour lorsqu'il dit que le coach national était détendu, selon vous ? Non, c'est sa nature d'ailleurs, mais c'est pas le plus important. C'est vrai que là, vous avez parlé tout à l'heure de cycle. C'est vrai qu'on est dans un nouveau cycle, mais on est rentré dans ce nouveau cycle depuis 2022, après ce qui s'est passé. On n'a pas été en Coupe du Monde, on a commencé le nouveau cycle. Il a commencé à essayer massivement. Il y a toujours eu des nouveaux joueurs qui arrivent depuis qu'il est arrivé. Il a toujours testé des joueurs, mais ça a commencé massivement à partir de 2022. On a testé beaucoup de joueurs, et là, on va dire c'est une nouvelle nature de joueurs qui arrivent. Les Bouannani, les Jaibi, surtout les Hadjem ou les même les Aouar, bien sûr, c'est un calibre un peu supérieur quand même, il faut le dire. C'est qu'on arrive à attirer des joueurs qui sont encore plus intéressants et c'est ça qui est bien. Donc on est dans une phase de renouvellement, en quelque sorte, de l'effectif, de rajeunissement. Encore une fois, comme l'a dit Abdelnour Kawa, c'est des tests. C'est qu'il va tester des joueurs. C'est vrai qu'il y a des talents qu'on attend vraiment, comme Chaibi, qu'on voit vraiment qu'il a une capacité, il a quelque chose de très particulier. Mais ce sont des tests. Donc c'était un renouvellement assez massif par rapport à ce qu'on a vu.
Mais on va voir le résultat de ces joueurs-là. Mais il y a des joueurs encore plus importants que Maouar qui va venir après, qui vont non seulement apporter de la fraîcheur, mais ils vont sans doute apporter quelque chose de plus au niveau technique. Il en a parlé justement, le Jamel Belmadi. C'est vrai que le profil de Aouar... Oui, c'est un profil qui nous manque. En parlant de renouvellement, on a quand même des joueurs comme Guidiora, comme Forouli qui sortent. Et donc au milieu, peut-être qu'on va retrouver quelque chose avec Ben Nasser et Aouar. Peut-être qu'il y aura un nouveau milieu de terrain qui va peut-être donner une nouvelle identité à cette équipe au niveau du jeu. Justement, sans transition, Fodil Salem, là aussi, on peut parler d'une concurrence qui va être relancée au sein de cette sélection. On avait tendance à avoir les mêmes joueurs débutés, notamment on connaissait quasiment à 80% le 11 type de Jamel Belmadi, et très souvent à juste titre, hein, puisque c'était des joueurs qui performaient au sein de cette équipe nationale. Là, on va dire que la tendance va changer, notamment avec des joueurs comme Aïtenouri qui débarquent, Shaibi et Hadjam. Bouhanani, c'est des joueurs qui vont pas se contenter uniquement du banc des remplaçants. Donc ça va relancer la concurrence. Et des joueurs qui étaient cadres jusque-là, qui étaient, on va dire, entre guillemets, intouchables, vont devoir cravacher dur pour garder leur place, n'est-ce pas ? Certes, je crois que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils cherchent un son nouveau. Pourquoi ? Pour donner une certaine concurrence les postes, parce qu'à priori les joueurs qui étaient les joueurs qui sont champions d'Afrique, avec le temps on a senti qu'il y a quelque chose. C'est vrai qu'ils ont pu tenir 3 ans. Après, il y a eu cette. Toujours il faut une nouveauté dans le groupe pour pousser les gens à beaucoup plus travailler et chercher une autre performance plus importante que ce qu'ils faisaient avant. C'est une manière de pousser les joueurs aussi à se surpasser. Parce avoir un Aouar dans l'effectif, ça va pas être facile pour lui, pour se distinguer. Alors les autres joueurs, ils vont beaucoup plus cravacher pour leur place et pour un nouveau, je dirais, une nouvelle performance pour l'équipe algérienne. Abdelnour, parlant du poste de gardien de but, il y a eu la convocation de 3 gardiens, Mandrea, Alexandre Okidja et Zarba, pas de Gundouz. On s'attendait peut-être à cette convocation du gardien du CRB qui réalise une excellente saison, que ce soit en championnat, lors du CHAN, il s'est distingué, il faut le souligner, mais aussi avec son club en Ligue des champions africains. Est-ce que vous êtes surpris de l'absence de Gundouz et de la mise à l'écart aussi de Raïs Mboulhi, alors que Mboulhi, lors du dernier stage, Jamel Belmadi disait que Mboulhi allait continuer, qu'il allait miser sur lui? On ne peut pas dire que Mboulhi a été écarté officiellement, définitivement. D'ailleurs, on parle de ce stage-là. Pour ce stage-là, il a fait un choix. Moi, je pense qu'il y a 2 gardiens qui sont expérimentés, et un jeune qui arrive, Mandrea qui est encore tout jeune, qui a encore beaucoup de choses à prouver, un Zarba qui a beaucoup d'expérience, un Okidja également qui a beaucoup d'expérience. Je pense que ce côté-là, c'est pas un problème. Hein. Donc maintenant, moi, ce que je voulais dire, c'est que tous ces joueurs qui ont été convoqués, ce n'est pas le fait d'être convoqué en équipe nationale que c'est une fin en soi. Maintenant, à eux de prouver qu'ils peuvent être des titulaires en puissance et apporter une nouvelle dynamique dans cette équipe. C'est ça qui est beaucoup plus important. On l'a vu de par le passé, quand on voyait notre équipe nationale jouer, c'était un plaisir à voir. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir, hein, entre guillemets. Et d'ailleurs, il a bien souligné, Jamel tout à l'heure dans sa conférence de presse, il a dit, grosso modo, moi, à travers ce que je peux comprendre, on n'a pas de licence en équipe nationale. On est convoqué en équipe nationale, on a des qualités. Je continue. Comment expliquer par rapport à Mboulhi qui a été, on va dire, très en forme lors du match face à la Suède, le dernier match disputé par les Verts. Certes, il y a eu cette défaite, mais on disait que heureusement que Mboulhi était là, mais au final, il ne l'est pas dans cette liste. Comment l'expliquer, vous, le technicien, vous, l'ancien gardien de but? Moi, je dis tout simplement que c'est un choix. Rappelez-vous, Mboulhi a été écarté quand on a eu
un entraîneur national qui est venu, l'Espagnol, qui est resté quelques temps, Alcaraz. Il y a eu Madjer qui l'avait Alcaraz, Madjer aussi, qui l'avait écarté, mais qui est revenu. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Mboulhay n'a plus 20 ans. C'est ça. Et actuellement... Est-ce que je vais vous poser la question différemment? On dit... Bon, j'ai pu entendre dans les coulisses un petit peu que Belmadi n'était pas très content du choix de Mboulhay de signer dans un club de deuxième division saoudienne. Vous savez que Mboulhay, moi j'ai eu la chance de pouvoir l'entraîner plus de 3 saisons, de le connaître parfaitement. D'ailleurs, quand on revoit un peu toute sa carrière, il y a eu beaucoup de mauvais choix c'est pas lui, c'est les managers qui lui ont proposé. Vous savez qu'il a fait la Bulgarie, il a fait la Russie, il a fait le Japon, il a fait les États-Unis, il a fait la France, il a fait l'Arabie Saoudite. Bon, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il joue dans un club de deuxième division, le Qadisiyah, qui n'est pas un club extraordinaire en Arabie Saoudite. Il a fait ce choix-là. Peut-être que ce sont 2 matchs qui sont certes très importants. Donc il a beaucoup plus envie de voir un peu des nouvelles têtes, entre guillemets, si on peut se permettre de dire ça, pour pouvoir porter un jugement définitif. Moi, Mboulhay, tant que on va le voir au fil des prochains regroupements, malheureusement, le problème de l'équipe nationale, et c'est un problème qui existe à travers le monde, c'est pas comme une équipe. On a un effectif, on travaille avec, c'est par rapport aux dates FIFA. Est-ce qu'il va avoir le temps de pouvoir mettre en place ce qu'il veut mettre en place? Ça, on le verra par la suite. Madi, vous suivez de très près les joueurs, disons, binationaux notamment, leur évolution. Est-ce que ça vous surprend de voir autant de joueurs débarquer cette fois-ci en sélection nationale? Et selon vous, qu'est-ce qui a poussé ces joueurs-là justement à changer de cap? Moi, je pense que déjà, il y a un travail qui est fait au niveau de coulisses, on va dire, au niveau de la fédération, au niveau du management de l'équipe nationale, parce qu'il faut quand même, malgré tout, il faut quand même convaincre du projet. Mais comme il a précisé aussi, Djabel Belmadi, un joueur comme Bouhanani avait 15 ans en 2019, donc ce sont des joueurs qui ont vu cette équipe évoluer. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils voient tout à fait les conditions dans lesquelles évoluent les joueurs. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un peu une petite appréhension pour les joueurs qui évoluent en Europe par rapport aux conditions en sélection, par rapport aux conditions en Afrique en général. Mais maintenant, ils voient qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et donc, ils peuvent venir être dans les mêmes conditions que les conditions dans lesquelles ils sont en club. Et puis surtout, peut-être que le discours a changé. Aussi par le public. Oui, évidemment. Puis il y a aussi peut-être ce problème-là. On en parle un peu du fait qu'ils se disent que peut-être que si je vais en sélection française, je n'aurai pas forcément ma chance ou je ne serai pas considéré à mon juste niveau. Et puis surtout, est-ce que vous pensez que c'est un tournant là dans ce dossier des binationaux, que là on arrive à un stade où désormais le binational, d'ailleurs quand on voit un Bouhanani, c'est un talent à l'état pur qui choisit la sélection algérienne à 18 ans, Hadjian pareil, 19 ans, de jeunes joueurs, Chaibi donc 21 ans. Ça va ouvrir la porte aux autres joueurs. Donc on sent qu'on est dans un tournant. Aouar a choisi la France. Moi je parle des jeunes joueurs qui choisissent cette fois-ci l'Algérie. Avec, on va le dire, c'est un peu l'expérience de leurs aînés aussi qui leur fait faire ça. D'autant plus qu'on n'est pas qualifié en Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas pour une Coupe du Monde. Exactement, il n'y a pas un intérêt derrière. Il reste quand même un gap entre l'équipe d'Algérie et l'équipe de France, championne du monde, etc. Mais ces joueurs-là se disent sans doute que on peut tout à fait être international algérien et réussir une carrière comme Mahrez, comme Nasser. Justement, l'exemple de Mahrez est très bien. Parce qu'on voit Mahrez fait partie du top mondial et il joue pourtant pour l'équipe d'Algérie. Donc c'est tout à fait possible. On va parler du match, des 2 matchs face au Niger. C'est vrai que on parle plus de l'arrivée des nouveaux joueurs que de ce match face au Niger. On rappelle cette double confrontation entre dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires pour la CAN 2024, CAN 2023 qui a été repoussée de 6 mois à janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Coach Salem, on a vu Belmadi en tout cas un peu énervé ce matin quand on parlait de cet adversaire. C'est vrai que le Niger, on l'a affronté il n'y a pas si longtemps de cela. Ce n'est pas un foudre de garde, il faut le dire clairement, mais en tout cas Belmadi était mécontent parce qu'on a tendance à sous-estimer les adversaires selon lui. Est-ce que vous pensez réellement que cette équipe peut poser des problèmes à la sélection algérienne? Dans le football, tout est possible. L'entraîneur national,
Il a parlé du match de cette équipe, qu'elle n'est pas la même équipe que lors des 2 dernières rencontres. Et il a ses raisons. Il a ses raisons, premièrement, pour laisser les joueurs bien préparés sur le plan psychologique, pour ne pas laisser le pied sur terre. La fonction d'entraîneur, c'est pas facile. C'est pas facile pour lui. Bon, malgré que la valeur des joueurs qu'il a, et toujours le sentiment de peur ou qu'il ne peut pas voir avant le match. Donc c'est pour cela je crois qu'il ne peut pas sous-estimer l'adversaire et lui donner sa juste valeur pour que l'équipe prenne le match au sérieux. Le premier match face à cette équipe du Niger est prévu ce jeudi à partir de 22h. Ça sera en soirée, donc au mois de Ramadan, Inch'Allah. Et ça sera au nouveau stade de Berrari, donc Nelson Mandela, effectivement. Donc ça sera, on va dire, une première pour l'équipe nationale. Je pense que les joueurs vont apprécier de jouer dans un stade qui est différent à celui qu'on avait. Un stade de football. Un football et sans piste d'athlétisme. C'est vrai qu'on a parlé aussi dans la conférence, il a parlé du stade de Tizi Ouzou aussi qui va être bientôt. C'est une attente, ça fait partie des choses, justement, on parlait du choix des joueurs. Voilà, quand on voit ce type de stade, ce type d'infrastructure, ça permet de voir qu'il n'y a plus cette différence avec le football, on va dire, moderne qu'ils trouvent en Europe, quand ils trouvent des stades du même acabit ici. Donc je pense que c'est une première. On a joué à Oran, c'est un beau stade, de nouveau stade, mais c'est un vrai stade de football où le public est proche. Et donc c'est très important pour nous d'avoir justement ce type d'infrastructure maintenant. Dernière question, Abdelnour, vous pensez que pour ce match, notamment à domicile prévu ce jeudi, Djamel Belmadi va chambouler sans rentrant? De toute façon, il l'a dit dans sa conférence de presse, il va essayer de faire une revue d'effectifs. Hein. C'est sûr qu'au départ, ça va être les joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, ça c'est certain. Et il y aura l'incorporation de certains nouveaux joueurs, mais il a dit sur les 2 matchs, l'effectif va tourner. Vous avez parlé du Niger. Vous savez, sur papier, l'équipe d'Algérie plane au-dessus, hein, ça c'est certain. Quand on voit un peu la qualité des joueurs algériens par rapport à celle du Niger, même si certains du Niger jouent dans pas mal de pays africains, pas beaucoup en Europe, c'est vrai que d'abord, il n'y a plus d'équipe facile. Il y a un coach qui connaît très bien notre équipe. En plus, un coach qui a travaillé déjà en Algérie, qui connaît très bien le football algérien. Bon, mais connaît très bien le football algérien, mais pas cette nouvelle génération. Vous savez, les générations changent, les réactions ne sont pas du tout les mêmes. Donc moi, ce que je voulais souligner surtout, c'est que, comme je l'ai dit sur papier, nous sommes nettement favoris, mais la réalité du terrain est autre chose. Moi, je suis persuadé qu'en prenant le match sérieusement, on n'aura pas beaucoup de difficultés à passer les 2 matchs. On a fait le point donc sur l'équipe nationale, l'actualité de l'équipe nationale. Évidemment, on reviendra sur ce premier match des Verts face au Niger dimanche prochain lors de notre émission Canal Foot. Et ça sera, retenez bien l'horaire, ça sera à partir de 16h. On passe à présent à la Ligue des champions africaine après ce jingle. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent à côté représentant algérien avec le CR Belouizdad qui affrontait le Zamalek pour un match qui s'annonçait explosif face à cette équipe égyptienne, et le CRB a fait le travail, s'est qualifié, et tout cela est résumé par Fatah Abada. Il devait faire et il l'en fait. Ça y est, les rouges et blancs du Chebab Riadi de Belouizdad viennent de composter leur ticket pour les quarts de finale de la Champions League africaine, avant même la 6e et dernière journée de groupe. Cette 3e qualification en quart de finale est venue après un match intense que les coéquipiers du buteur Lionel Wamba ont livré face à une équipe égyptienne de Zamalek qui était dépassée par le rythme infernal imposé par les Belouizdadis. Nous sommes récompensés par nos efforts, on a beaucoup couru aujourd'hui. Ce tour, on savait avant le match que si on gagnait, nous étions directement qualifiés. Donc c'est une motivation de plus pour aborder ce match.
Oui, bien sûr. On a encore un match à aller chercher. Il y a la première place à aller chercher à Tunis et on va aller chercher ça. Si on peut être premier, c'est encore bien. C'est mieux d'être premier que deuxième quand même. Quel que soit l'adversaire, on joue pour gagner, on veut gagner. Cette année, on veut remporter la compétition et on va tout faire pour. Les Amelkaoui ont tenu une mi-temps. Ils ont même été dangereux par moments, surtout à la 20e minute où El Jaziri a failli surprendre la défense belouizdadi, n'était-ce la vigilance d'un Guendouzi des grands jours qui a sauvé son équipe d'un but tout fait. Ce soir, on récupère la qualification et on peut aller chercher la première place, Inch'Allah. C'est mon boulot, ça fait plaisir de servir à quelque chose et ce soir on gagne, donc c'est encore mieux. Mais les Kérotes n'ont tenu qu'une mi-temps. Durant le second half, ils ont très peu ou quasiment pas dépassé la ligne médiane. Tant le pressing des camarades de Zakaria Draoui était haut et fort. Et c'est justement ce même Zakaria Draoui qui ouvre la marque à la 75e minute de jeu suite à un excellent travail sur le côté droit de Boras, au grand bonheur des nombreux fans du grand Shabab. 4 minutes plus tard, l'excellent Wamba, qui a énormément gêné la défense adverse, aggrave la marque après un centre millimétré de Youssef Laouafi. Les Belouizdadi ont donc réalisé un match de très haute facture et qu'ils ont remporté sur le score de 2-0, chassant ainsi la guigne, appelée par certains l'inefficacité offensive au grand bonheur du coach Nabil El Kouki. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on était un peu efficace. 50% d'efficacité, voilà, on a gagné. La seule solution, c'est de travailler devant le but. Donc on travaille, moi, imagine que même la reprise des entraînements, je fais 10 exercices, donc au filière aérobie, on fait l'aérobie, mais avec finition devant le but, pour avoir cette efficacité. Donc alhamdoulilah, peut-être on va travailler, on va bosser. Inch'Allah, ça va, un attaquant il a marqué, donc alhamdoulilah. Bravo donc au Shabab et bon vent pour la suite de la compétition africaine. C'est vrai que bonne nouvelle pour le CRB, c'est un attaquant qui marque là aussi, Wamba, chose qui est rare. Voilà, qui parvient à marquer. But de Draoui aussi. Oui, c'est vrai que l'ouverture du score est venue par un joueur du milieu du terrain. Abdelnour, sur cette belle victoire du CRB face à un spécialiste de cette Ligue des champions africaine, à savoir le Zamalek, victoire logique des Shababistes qui se qualifient donc pour la 3e fois en quart de finale en 3 ans. Victoire en aller-retour, il faut le souligner. Ils ont battu Zamalek 1-0 en Égypte et ils les battent 2-0, donc ils leur marquent 3 buts quand même. Ils démontrent qu'ils sont meilleurs que cette équipe égyptienne. Mais de toute façon, on le sait, le CRB, non seulement à travers le championnat, mais même déjà la saison passée en Coupe d'Afrique, on sait très bien qu'ils ont une très bonne organisation défensive. Et le seul problème, c'était d'avoir des attaquants percutants et des attaquants qui puissent marquer des buts. Bon, aujourd'hui, avant-hier plutôt, on a vu un attaquant enfin marquer un but. J'espère que maintenant, en quart de finale, ça va être beaucoup plus difficile, parce que ça va être tout simplement une confrontation en aller-retour. Et j'ai apprécié le fait que le Kouki avait dit que pour le tirage au sort, il n'y a aucun problème. L'équipe qui sera contre laquelle le CRB va jouer, il n'y aura aucun problème. Et c'est ça, être compétiteur. Si on il n'y a pas de tirage au sort, c'est le premier qui affronte le deuxième. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement... Je vais rebondir sur cette question justement au coach Salem. Là aussi, le CRB s'est qualifié. Le CRB est actuellement à la 2e place, à une unité. C'est ça, de l'Espérance de Tunis, première de ce groupe. Et il y aura ce dernier match à Tunis. Et le CRB a les moyens d'aller gagner en Tunisie pour terminer premier et justement éviter, on va dire, je pense le Raja pour le prochain tour et surtout recevoir au match retour au stade de Nelson Mandela a priori. C'est un match derby, je crois, la première des choses. Et je préfère que à ce niveau de la compétition, je préfère jouer chez l'adversaire que jouer chez moi. Retour. Ah oui, retour.
Ah oui, vous préférez recevoir. Oui, je préfère. Vous préférez jouer la manche retour à l'extérieur? Non, les Tunisiens. Ah, oui, c'est le dernier match. Oui. Donc vous pensez qu'il y a la pression, elle est sur les joueurs tunisiens. Il a le rythme de la compétition. Donc, avec la défaite qu'il a eue au stade en Algérie, ça va être une autre motivation, une autre force pour bien. C'est vrai que cette équipe du CRB a été battue par l'Espérance à domicile contre le cours du jeu, il faut le souligner, puisque le CRB avait dominé le. Il a les moyens pour aller faire un bon match et un bon score, un bon résultat. Les deux défaites d'ailleurs à l'extérieur du CRB, elles sont un peu, même contre le Meder. On sent il y a eu une défaite à domicile et une autre à l'extérieur. Face à Muller, c'est vrai que l'arbitrage. Voilà, les deux défaites, même contre. On sent que c'est un peu. C'est pas forcément le. C'est vrai que les supporters du CRB ne sont pas très satisfaits du rendement, du style de jeu, même du rendement de l'équipe. Mais là, c'est vrai qu'on a vu, mais à chaque fois le CRB en deuxième mi-temps, ils arrivent à élever un peu le niveau face à l'adversaire et concrétiser justement notamment contre le Zamalek, on l'a vu au match aller, on l'a vu dans ce match retour, ils arrivent à concrétiser en deuxième mi-temps, pas forcément une domination, mais comme l'a dit le coach, on les sent un peu à l'aise, ils maîtrisent un petit peu leur environnement, et donc même s'ils ne sont pas extraordinaires dans le jeu, ils arrivent quand même à s'imposer et à faire l'essentiel pour passer. On va écouter le président du conseil d'administration, voilà, Mehdi El Abhi, qui s'exprime au micro de Fatah Abada. Alhamdulillah, au début, Alhamdulillah Azza wa Jal pour la qualification, qui n'a pas été facile. Joueurs, entraîneurs, staff médical, nous comme dirigeants, le public, le grand public, tous les Algériens, tout le monde a cru en cette équipe. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, en première mi-temps, les joueurs étaient un peu, je dirais, un peu crispés. Il y avait une concentration, un excès de concentration. Bon, heureusement qu'à la mi-temps, le discours de l'entraîneur et moi, je leur ai parlé aussi individuellement. Je leur ai demandé d'être calme, d'être serein et croire en nous. Et qu'on avait les capacités de gagner. Et alhamdoulilah, Dieu merci, ils ont fait une très très bonne deuxième mi-temps. Et voilà, on a marqué 2 buts. Je remercie. Le mérite revient aux joueurs et à tout le monde. Je pose la question au technicien. Le président Mehdi El Abhi parle d'excès de concentration. J'ai tendance à écouter excès de précipitation, c'est ça, donc à un moment donné. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Excès de concentration. Non, je pense que l'équipe était trop concentrée sur le terrain. Non, vous savez, le CRB voulait tuer le match coûte que coûte. Donc il y a eu des actions où ils auraient pu prendre leur mal en patience, s'organiser d'une bonne manière et arriver de bons buts. Bon, ça ne s'est pas fait pratiquement pendant la première mi-temps et la première demi-heure de la deuxième mi-temps également. Il y a eu un réveil un peu tardif, mais un réveil qui a été payant en définitive. C'est vrai que les supporters sont en train de décrier le jeu du CRB, pas depuis cette saison, même déjà l'année passée. Mais encore plus cette saison, puisqu'on reproche à Nabil Kouki un jeu assez décevant. À l'heure actuelle, Saïd, le CRB n'a pas perdu en championnat. Il est invaincu. En Coupe d'Afrique, ils viennent de franchir le cap des quarts de finale. Que demander de plus? C'est vrai que... le supporter algérien, c'est pas moi qui je vais l'apprendre, la manière. Moi, je préfère avoir l'art et pas la manière. On va parler tout à l'heure de la JS Kabylie, là aussi, qui se qualifie. Et on parle là aussi de l'entraîneur Miloud Hamdi, décrié par une partie des supporters par rapport au jeu. On va en parler dans quelques instants. Coach Salem, justement, le CRB à présent doit passer... on va dire, ce tour, ces quarts de finale. Il y a eu 2 quarts de finale lors des 2 précédentes éditions. Et le CRB, il lui manquait un petit quelque chose pour décrocher cette demi-finale. Pensez-vous que cette fois-ci, les joueurs du Shabab ont pris de la maturité, de l'expérience et
et sont avertis un petit peu avant d'affronter. On va voir l'adversaire que le Chabab va rencontrer, mais en tout cas, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le CRB peut le faire et décrocher la demi-finale pour la première fois de son histoire? Je viens de vous entendre parler avec Abdelnour sur le plan de l'excès de concentration. Il y a un problème au niveau des joueurs algériens. La préparation psychologique. Hier, j'ai vu le match GSK. Vous parlez maintenant de la première mi-temps du CRB, que ça n'a pas marché en première mi-temps. La même chose. Je crois que c'est un problème aussi psychologique que technico-tactique. Mental. Ça, exactement. Voilà, c'est mental. Exactement, mental. Parce que je crois que le CRB, il a tous les moyens de bien jouer, de bien gérer ses matchs. On parle de la meilleure équipe algérienne ces dernières années, ces 4 dernières années. Donc, on va dire que c'est le digne représentant du football algérien en principe. Qu'en première mi-temps, il ne trouve pas ses marques. Pourquoi? C'est à moi que vous posez la question. Non, je me pose la question. Justement, selon vous, pourquoi? C'est un problème mental. C'est un problème mental. Parce que et ceux qui parlent de l'entraîneur? C'est un problème d'entraîneur aussi. Je crois que c'est l'entraîneur qui est responsable du jeu. Sujet. C'est lui. Sur le CRB. Sur l'aspect psychologique. Psychologique, oui. On va dire que ça joue là aussi. Oui, enfin, je ne sais pas, moi je pense il y a peut-être aussi une préparation psychologique à faire. On a vu dans d'autres pays. Après, c'est vrai que c'était un match très compliqué, mais on va le dire, le CRB, s'il se ratait sur ce match, il disait bye-bye à la Ligue des Champions. Et on se rappelle bien les objectifs tracés par le club en début de saison, c'est remporté. Je m'excuse, on remet ça à chaque fois sur le problème mental. Mais attendez, le problème mental, c'est une chose. Il y a une préparation qui se fait, mais c'est pas le tout. Le problème, c'est un problème technico. Du côté de l'USMA, et on va en parler tout à l'heure, on a engagé cette semaine un préparateur psychologique, un préparateur mental. Voilà. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Un club comme le CRB, je pense. Il est impératif pour le CRB d'avoir un tel coach. On a un préparateur physique, on a un préparateur des gardiens de but, on a l'entraîneur adjoint, l'entraîneur principal, on n'a pas un préparateur. Vous savez, quand on parle. Pourquoi? Parce que ça, il faut y penser, c'est vrai. Parce que nos joueurs ne sont pas prêts à ça. Je vais vous dire pourquoi. Pas prêts à quoi? À avoir un préparateur mental. Il se dit, moi je suis normal, j'ai pas besoin de... Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai. Vous savez... Il faut juste passer à l'action. Quand on parle de préparation mentale, ce n'est pas au niveau senior. La préparation mentale se prépare au niveau des jeunes. Au niveau du Paradou, ils ont engagé justement à un moment un psychologue pour accompagner les jeunes. Mais bien sûr, tu les accompagnes. Ça les aide beaucoup. La performance, l'élite, c'est pas le fait d'arriver en senior. On se dit tiens, maintenant il y a un senior, on va lui... Non. C'est un processus de développement. Même en sélection, certaines sélections le font à travers le monde. C'est un processus de développement au même titre que la préparation physique, technique et tactique. Donc ça se suit, il y a tout un tout, et ça marche au niveau des jeunes jusqu'à arriver en senior. Et là, en senior, généralement, une fois qu'on est bien aguerri, on éclate. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité de nos joueurs en Ligue 1 notamment. On passe à présent à la jeunesse sportive de Kabylie. Là aussi, ça a été dur, très très dur même, face à cette équipe du Petro Atlético. Mais au final, il y a eu cette victoire au forceps à la dernière minute du match. Et une victoire qui permet au club kabyle de valider sa qualification, lui aussi, pour les quarts de finale. On suit ce reportage et on revient. Ils l'ont fait, les joueurs de la GS Kabylie, en dépit d'une situation plus que compliquée en championnat avec une inquiétante avant-dernière place au classement général, ont su une nouvelle fois se surpasser en s'imposant samedi soir devant le Petro Atlético 1-0, validant ainsi leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions africaine avant même le déroulement de la dernière journée. C'est vrai que ça a été un match très très difficile, très compliqué, on s'y attendait. On connaissait les forces de cette équipe.
voilà, il y a énormément d'internationaux. C'est quasiment l'équipe de l'Angola contre qui on vient de jouer. Donc ils ont des automatismes, ils jouent ensemble depuis très longtemps. Mais on a su contenir les assauts de cette équipe, notamment leurs arguments offensifs, de très bons joueurs devant. Et voilà, un match qui dure 90 minutes plus arrêt de jeu. On y a cru, on n'a rien lâché et ça a payé dans les dernières minutes. Sans être flamboyants, les Canaries ont su contrer leurs homologues angolais, se montrant solides durant toute la partie avant de trouver la faille en toute fin de match à la 90e minute plus précisément, grâce au but signé d'Adi Mouari. Depuis ma venue à la JSK, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Je me donne à fond à tous les matchs. J'ai traversé un passage à vide, c'est vrai, mais Dieu merci, j'ai pu marquer ce but de la qualification. Presque 13 ans après, la JS Kabylie retrouve les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines, malgré tous les déboires de cette saison. Le match n'était pas facile, mais on a su le gérer et marquer au bon moment. On a remporté les 3 points et on a assuré notre qualification. Nos supporters sont heureux et c'est l'essentiel. La bande à Miloud Hamdi espère à présent décrocher un bon résultat lors de l'ultime journée de cette phase de groupe devant le Wydad Casablanca pour terminer à la première place et éviter ainsi d'affronter les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns lors du prochain tour. JS Kabylie reçu, j'allais dire 5 sur 5, non, 9 sur 9, puisque sur les 9, j'ai 3 points. Il y a eu donc 9 points, il y a eu 3 victoires, donc 3 points, 9 points plutôt enregistrés. Et quelle victoire là aussi. On va dire que sur les 3 matchs disputés à domicile durant cette phase de groupe, il y a eu du spectacle en fait de match côté JSK. On se rappelle ce but face au Wydad de Casablanca à 5 minutes du terme, qui est tout un stade qui explose. Face au Vita Club, là aussi mené au score, les Kabyles reviennent de loin et l'emportent au final. Et là aussi, à la 90e minute de jeu, la JSK qui marque grâce à un joueur décrié, Dadi Mouaki, qui ratait souvent ces derniers temps et qui arrive à mettre ce beau but et qui qualifie cette équipe de la JS Kabylie. Avant de passer aux techniciens, m'a dit justement, comment expliquer une JSK complètement désabusée, complètement à côté en championnat, et là en Ligue des champions africaine, c'est vrai que le rendement n'était pas extraordinaire, pour ne pas dire autre chose, mais au final, l'essentiel a été là et il y a eu cette victoire. Permettez-moi, avant de revenir justement à l'exploit même de la JSK, de dire que quand même, faut dire que globalement, le niveau africain est quand même assez faible cette saison, parce que c'est quand même l'une des plus faibles équipes de la JSK qu'on a vu. Mais ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent que la JSK est assez faible, qui est malade. Elle est faible, mais il y a cette efficacité au bout. Elle est faible et il lui manque en plus Souyet derrière, et il manque Bourkhanchouch au milieu pour stabiliser, pour faire le jeu. Donc c'est vraiment très très faible. Pourquoi vous dites que le niveau est faible? Le niveau, non, globalement, quand on regarde sur tous les groupes, on voit l'état du Ahly, où est-ce qu'il en est. Il n'y a que l'Ahly. Il n'y a que l'Ahly. Même le Wydad, il a été battu par la JSK. Donc globalement, franchement, vous posez la question. Il y a le Ahly, c'est vrai, qui piétine. Le Ahly qui, s'il s'impose lors de la dernière journée face au Hilal, passe à la 2e place, alors que l'Hilal a raté un penalty et aurait pu éliminer déjà le Ahly. On va parler groupe par groupe. Le Raja Casablanca est premier dans ce groupe. Le Raja Mamelodi Sundowns. Mamelodi, pareil. Ce sont les 2 seuls clubs qui sont vraiment de sérieux prétendants cette année. Après sa défaite face à la JSK, c'est repris mais aussi. On voit d'habitude les années précédentes, l'Ahly ou le Wydad, on voyait ils écrasaient leur groupe avant de passer. Là cette année, on voit quand même que, mis à part peut-être 2 clubs, il n'y a pas vraiment d'équipe qui écrase la concurrence, surtout quand on voit le niveau de la JSK. Avec le niveau qu'elle a la JSK, elle arrive quand même à passer. Mais globalement, il faut quand même dire J'ai envie de dire qu'il n'y a que la JSK qui a pu passer grâce à ses traditions africaines. Parce que les 7 autres clubs qualifiés, c'est des ténors africains. Petro Luanda, que vient de battre la JSK, ils étaient demi-finalistes l'an dernier. J'ai vu la JSK contre Petro Luanda en Angola et ici. Je suis désolé, c'est la composition de l'équipe d'Angola, mais c'est très faible. C'est vraiment très faible. Il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas montré grand-chose, cette équipe. Donc, mais pour revenir quand même à la JSK, ce qui est extraordinaire, c'est, vous avez parlé du stade, mais c'est aussi l'âme des grands clubs.
c'est quand même, comme on dit, vous savez, dans un club, les joueurs ils passent, les entraîneurs passent, les dirigeants passent, mais il y a l'âme qui reste, les supporters. On a senti les supporters pousser et on a senti que les joueurs, ils savaient qu'ils allaient marquer. C'est-à-dire qu'on sentait que ça allait se faire. Et donc c'est ça la force aussi des grands clubs. Donc je pense que c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont réalisé. Abdelnour, vous rejoignez l'avis de Mehdi quand il parle d'un niveau africain. Il n'a pas tellement tort. On est en train de voir que quand on est en train de voir le Ahly qui souffre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le Ahly est en régression. Le Ahly qui a pris part à la Coupe du Monde des clubs, mais n'oubliez pas, il y a ce premier match reporté, reprendre un petit peu. Le Zamalek n'est pas ce qu'il était. Mamelodi Sundowns, même s'ils sont... Mamelodi, là, ça carbure bien du côté mais c'est pas la super équipe. On est en train de voir, vous avez parlé du Raja de Casablanca, c'est la même chose. Ils ont dominé, d'accord, on voit le Wydad également, mais ce n'est plus le même niveau. Bon, maintenant, la JSK, pour moi, c'est une prouesse sur ces matchs de qualif. Ils ont réussi à faire l'essentiel. J'étais en train de suivre avant-hier également une interview de Miloud Hamdi, quand il parlait un peu du championnat. Il lui dit, bon, on joue la Coupe d'Afrique, si elle vient, tant mieux, si elle vient. Mais en championnat, on est en train de souffrir. Pourquoi on a eu une deuxième mi-temps, le dernier match contre Vita, où on a vu vraiment un jeu qui est à la hauteur de la JSK. Pourquoi ne pas maintenir ce style de jeu? Pourquoi ne pas se sacrifier comme ça? Je vais poser la question là aussi aux techniciens, Fodil Salem, sur justement ce que vient de dire Abdelnour Kawa, sur une JSK qui, lors des 3 matchs disputés en Ligue des Champions à domicile, a toujours raté sa première mi-temps, que ce soit face au Wydad, que ce soit face au Vita Club, et que ce soit hier face à cette équipe du Petro Atlético. On avait parlé lors de la phase allée d'un problème physique côté kabyle, côté joueur kabyle. Là, on sent quand même qu'un travail a été accompli durant la trêve hivernale, puisque les joueurs de la JSK, absents durant 75 minutes quasiment, qui n'arrivaient pas à faire 3 passes successives devant notamment, arrivent à terminer la rencontre en force et en ratant notamment avant ce but 2 belles occasions d'ouvrir la marque. Comment l'expliquez-vous? Je vais directement dans le sens de Abdelnour et Mehdi. Je ne vais pas encore jeter l'huile sur le feu, mais une première mi-temps catastrophique. Ça, on est d'accord, tout le monde est d'accord. En deuxième mi-temps, c'était la victoire du cœur. Les joueurs étaient bien poussés par les supporters. Leur amour propre. Par leur propre, et surtout par les supporters. Et je crois qu'à un moment donné, je me posais la question, où est-ce qu'elle était la JSK d'antan? Sur ça, faut pas se poser la question. Je m'excuse. Malheureusement, ce n'est plus la JSK d'antan. C'est le cas de tous les clubs. Exactement. Ce qu'il dit, c'est un peu. Mais c'est le cas de tous les clubs. Quand on parle du CRB, du USMA, du Mouloudia, il y a un semblant de football. C'est vrai que la JSK, cette saison ne montre rien. On n'est pas là en train d'accabler le coach Miloud Hamdi, puisque c'est depuis l'entame de la saison. S'il y a des problèmes, Achilrom l'a dit, il y a les problèmes. C'est une équipe par rapport à la JSK, elle n'existe pas. Bien sûr. Mais la JSK, elle perd à ce niveau de la compétition, elle perd toute sa maturité, toute son énergie, toute l'organisation qu'on a pris de la JSK. Et moi-même, je suis très heureux pour en tout cas, il y a eu cette qualification, et ce qui est bien pour cette équipe de la JSK. On a vu des joueurs soulagés, notamment à la fin de cette partie, notamment un Juba Oukassi, capitaine de cette équipe kabyle, qui s'est exprimé en fin de match à notre micro et qui nous parle justement sur l'importance désormais de se focaliser sur le championnat. match ما كان صعيب كما شفتوا في بريمير ميطو ما دخلناش مليح الحمد لله كنا مأمنين وفي دوزيام ميطو دخلنا وكما شفتوا لعبنا الدقيقه الاخرى راتينا دي زوكازيون دو بوت مي معليش هكذاك شغل ما يئسناش حتى الدقيقه الاخرى الحمد لله كما شفتوا ربي ما خيبناش وين جبنا البيت والحمد لله لا كاليفيكاسيون هذه نهدوها كاع لي سيبورتور كما تشوف الشعب هذا اللي جا ماشي شغل
ماشي شغل جاو ما لازمش نخيبوهم الحمد لله يا اخو والله دوكا في الشامبيونز ليغ هذه صايي دوك نخمو ان شاء الله على الشامبيونا باسكو الشامبيونا ثاني هي الصح ان شاء الله نديرو كاع اللي علينا باسكو ديجا لا فيكتوار هذه تخلينا نبريبارو بيان في الشامبيونا ان شاء الله باش نصوفيو الكلوب هذا باش نرجعوا للبلاصه تاعو باسكو ماشي هذه هي بلاصتو وان شاء الله نرجعوا في البلاصه تاعو ان شاء الله. Abdelnour, il y aura un dernier match à disputer là aussi, assez important face au Wydad de Casablanca en déplacement. Un match nul permettrait à la JSK de terminer première de son groupe et éviter en tout cas les Mamelody Sundowns qui écrasent tout sur leur passage. Bah, ça serait l'idéal. Si on fait des calculs bien entendu, ça serait très bien qu'ils arrivent à faire un nul au match retour. Mais le plus important pour moi, c'est qu'ils se soient déjà qualifiés pour le quart de finale. Donc, et comme je l'ai dit, et l'entraîneur l'a répété, hein, je dis moi, peu importe l'équipe contre laquelle je vais jouer, moi l'essentiel c'est d'aller le plus loin possible. Bon, souhaitons que la GSA puisse continuer ce chemin et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Mehdi, désormais, il y aura un enchaînement de rencontres en championnat. Là aussi, il y aura un virage très important du côté de la JS Kabylie à aborder avec plusieurs matchs décisifs à disputer déjà pour cette équipe kabyle si elle veut réellement prétendre au maintien. Non, la situation n'est pas définitive. Il y a quand même 2 matchs en retard pour la JSK. Donc, 3 matchs. Hein. 3 matchs si on calcule, bon, c'est un peu compliqué. C'est vrai que le championnat est chamboulé. Exactement, ils ont 2 matchs en retard par rapport à certains, 3 par rapport à d'autres. Et donc je pense que ils ont tout à fait la possibilité de se maintenir, mais c'est vrai que jouer sur les deux tableaux avec l'effectif qu'ils ont, ça va être un peu compliqué. Beaucoup de blessés. Heureusement, il y a eu ces joueurs qualifiés, hein, et notamment hier avec Matalla qui a débuté. C'est bon au niveau. Bon, mais oui, ils ont besoin de joueurs. Ils ont besoin de joueurs qui puissent avoir un maximum de joueurs justement pour jouer sur les deux tableaux. On passe à présent à la Coupe de la Confédération et l'USM Alger, j'allais dire tenu en échec, non, puisque l'USMA a été mené jusqu'à la dernière minute du match par cette équipe du Saint-Éloi Lupopo, mais l'USMA a pu égaliser il y a eu un but contre son camp, un CSC en fin de match et un grand ouf de soulagement pour cette équipe usmiste. Salem justement qui respire et qui devra battre l'équipe libyenne d'Al-Ahzal. Moi personnellement cette équipe libyenne je l'avais quasiment mis de côté, mais elle bat aujourd'hui le Marmont Gayant 4-1 et le dernier match au stade du 5 juillet risque d'être décisif. Très chaud. Ça sera décisif puisqu'il faudra battre cette équipe. Il y aura au moins un match nul pour l'USMA pour se qualifier, mais imaginez Al-Akhdar si cette équipe d'Al-Akhdar réalise l'exploit, sachant que du côté d'USMA ça respire pas trop la sérénité ces derniers temps. J'espère que les supporters ils doivent être derrière leur équipe. Et vous faites bien de parler supporters parce qu'il y a une crise entre direction et supporters. J'étais présent lors de notre du match face à... Ça a été terrible. Ah, vous dites terrible. Ça a été terrible. Je ne m'attendais pas à ce que les supporters de l'USMA faisaient ces choses-là. Chapeau pour les gens qui sont restés sur le terrain. J'espère qu'ils vont voir ils vont voir le club que les gens qui travaillent au club pour pousser leur équipe à passer au second tour. Oui, Abdelnour. Je voulais revenir un peu sur l'USMA en championnat. Vous savez, ce qui est en train de se passer avec Benchira, c'est bis repetita de ce qui s'est passé avec Brahim Sharaf. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Il y a une révolte du côté des supporters, notamment à l'encontre de la direction, on n'en sait rien. J'aimerais bien qu'on invite, Inch'Allah, un représentant de l'USMA pour parler justement de ce qui se passe réellement. Vous savez, aujourd'hui, il doit y avoir une osmose entre l'équipe dirigeante et les supporters. C'est cette osmose qui permet à la GSK en Ligue des Champions de gagner. C'est ce qui permet à tous les clubs de pouvoir se transcender et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Moi, je pense que les supporters ont un rôle
très important à jouer, et c'est surtout pendant les périodes de vache maigre dont on a besoin. Quand on est champion et puis qu'on gagne tous les matchs, moi j'ai pas besoin de supporters, j'ai besoin de... Quand ça va mal. Exactement ce qui s'est passé avec la JSK. Ils auraient pu commencer à les insulter et tout, ils ont tenu avec eux jusqu'à la fin du match, et ça s'est terminé par une victoire. Beaucoup de pression sur Abdelhak Benchikha, arrivé depuis quelques semaines, mais là, on sent qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules déjà. Déjà, je pense qu'il y a de la pression au niveau de l'USMA parce que justement, ils ont vu au début de la phase de poule de la Coupe de la CAF qu'il y avait vraiment une possibilité d'aller au bout et de décrocher enfin l'étoile qu'ils attendent depuis si longtemps. Et ça s'est grippé un petit peu. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bon début, ils ont 2 victoires, un match nul. Et puis ça s'est grippé en cours de route. J'ai vu le match contre Saint-Éloi, le Popo, c'était vraiment très décevant au niveau. C'est vrai que la production là aussi a été très décevante. On a parlé de la GSK, l'USMA aussi était un peu. Ça jouait très défensif, c'était pas très clair au niveau du jeu. Il y avait 2 attaquants devant et puis il y avait une espèce de cassure au milieu. Donc c'était assez miraculeux ce match nul. Parce qu'ils ont pris un but à la 75e minute et on ne voyait pas l'USMA revenir, mais bon, heureusement, ils sont revenus, parce que s'ils avaient fait match avec le Popo aussi, il y avait des calculs au niveau du classement. Bien sûr. Exactement, donc là, en quelque sorte, ils sont encore vivants. Alors qu'en fait, il y a, comme je le disais, donc je pense que oui, les supporters sont à la fois mécontents contre la direction depuis quelques temps, et là ils sont en plus mécontents contre le staff technique. Les supporters, on va le dire, veulent revenir au stade de Omar Hamadi de Boulogne, c'est leur siège. C'est vrai que le stade est fermé depuis 2 ans, 3 ans maintenant pour non seulement il est fermé, mais il risque d'y avoir des problèmes énormes puisque la structure est mais il n'y a rien qui a été fait pour justement rénover cette enceinte. Et c'est ce qui dérange un petit peu les supporters de l'USMA. On arrive au terme de ce débat concernant nos représentants algériens en Coupe d'Afrique. On passe à présent à la Liga après ce jingle. Et on commence cette 20e journée de Liga par ce beau match qui mettait aux prises l'entente de Sétif à l'AS Souchlef. C'était au stade de Sétif et a eu victoire du club local. Ismaël Ben Qaïdia était aux commentaires. Très heureux de vous retrouver à partir du stade du 8 mai 1945 de Sétif pour, j'espère, une belle affiche entre l'entente de Sétif et l'équipe de l'AS Souchlef. Allez, et c'est parti donc pour 90 minutes et surtout beaucoup de plaisir, j'espère. Et bien, on va vous donner un peu la composition des 2 équipes. Zemmour, ou plutôt non, Guédiri au 2e poteau et le premier! La transversale qui vient sauver le gardien Aléouchiche avait... Alors, regardez, c'est très bien travaillé, un ballon très bien travaillé, la tête piquée et le rebond fait que la transversale est venue sauver le gardien chérifien. Allez, le ballon, attention, la reprise! Ah mon Dieu, quel boulet de canon! Oh, c'est bien fait, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. L'aile de pigeon réussie. Rilas Gnaoui. Ah, le relais. Et il se retourne. Non, le but. Oh, le but de Hainaut qui s'est joué de la gâte qu'il avait et du défenseur qui lui collait derrière. Et il est là. Il a fait le jeu en déviation et il a surpris tout le monde. Tout le monde croyait, toute la défense croyait qu'il allait donner le ballon à son coéquipier et finalement il aura réussi à tromper tout le monde, même le gardien, et à tirer en force. Regardez, excellent travail d'avant-centre. Là, il se joue du défenseur et il n'a aucune peine à battre le défensif. Mais attention, Fetouri. Allez, pourquoi pas peut-être cette réponse de Fetouri, non de l'Islam. Fetouri qui va centrer. Le petit filet. Souiber a trouvé le petit filet à un moment où l'on croyait au but. Ah, quelle action et quelle réponse de Fetouri. Le centre et Souiber a coupé la trajectoire du ballon. Et voilà, c'est terminé.
Voilà, Monsieur Rolbel qui met fin à cette première mi-temps sur le score de 1-0. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. Qui est Jendoubi Salim. Attention là, bon ballon. Bon ballon de Gnaoui. Oh, il a raté le deuxième but. Oh, il est sorti. Et le ballon qui traverse toute la défense. Très bonne intervention, attention, oui. Ah non. Non, là, il y avait faute. L'intervention Rodman et Chabi Idriss. Ah oui. Et sur la ligne, s'il vous plaît. Je ne dirais pas qu'il y a pénalty, mais il y a faute. Allez, dégagement. Et c'est terminé. L'équipe de l'entente. De l'entente de Sétif, donc très précieuse victoire des Sétifiens face à cette équipe de Chlef. Et Sétif, mine de rien, 3e au classement général. Bien sûr, ça va permettre de se replacer dans le haut du tableau. C'est sûr que c'est une victoire qui était très importante parce qu'il n'est pas évident de battre Chlef facilement. Hein. On connaît un peu les qualités de l'équipe de Chlef. C'est vrai qu'il manque maintenant un peu de punch devant les buts, mais très bonne victoire pour Sétif. Cette équipe de Chlef, Salem, on va dire, là aussi, elle pouvait revenir avec un autre résultat positif. Il y a eu des matchs qui se sont enchaînés du côté de Chlef avec de bons résultats. Et la série s'arrête à Sétif. Moi, c'est le football, mais c'est une bonne équipe. On a, lors des matchs retour, c'était la première équipe qu'on a rencontrée. Ils nous ont étouffés. Ils savaient que l'équipe elle ne s'entraînait pas. Et ils nous ont bloqués. C'est vrai qu'il y a pas mal de bons joueurs du côté. Ils ont de très bons joueurs, des joueurs d'expérience. Mais l'équipe de l'année passée, elle était mieux. Hein. Très bien. On passe à un autre match, celui qui a opposé l'US Biskra au RC Lerba. On va dire un match de mal classé, un match à haut risque. Et là aussi, Biskra qui s'impose et qui respire. Sami Achishou nous résume cela. Pas de round d'observation, l'US Biskra n'a pas attendu longtemps pour créer le danger en menaçant le portier du RC Lerba dès la 7e minute. 6 minutes plus tard, les Biskris s'offrent une autre occasion de scorer par l'intermédiaire du duo Siam et Bousselm. Ce dernier ne se fait pas prier pour ouvrir le score à la grande joie des supporters. Un but qui donne des ailes aux camarades de Bali qui a failli corser l'addition à la 21e minute. 1-0 en faveur de l'US Biskra. C'est le score à la mi-temps. En deuxième période, les Biskris veulent tuer le match en inscrivant un second but, le gardien du RC Lerba, Sifoura Abdelmoumen, mais hors danger. Ce tir puissant de Belkasmi. Les visiteurs se contenteront de quelques occasions à l'image de cette frappe de Benmeni Haroun. Les locaux ripostent avec une autre tentative de pénétration, signée Hamza Ounes, avortée par la défense qui veille en grain. La défense de l'US Biskra sera également un des atouts majeurs dans ce match et empêchera l'adversaire de remettre les pendules à l'heure. Le score en restera là, une victoire d'1-0 qui permet aux Biskri de prendre la 7e place au classement, alors que le RC Lerba occupe conjointement la 9e place avec l'AS Chlef. Victoire salvatrice pour les Biskri, Madi Dahak. Il fallait s'imposer pour les Biskri. Et grâce à cette victoire, Biskra est 8e au classement général. Oui, c'est un match au milieu de tableau. Mais évidemment, rien n'est encore fait pour la fin de saison. Les équipes qui sont au milieu de tableau doivent rester vigilantes jusqu'au bout, surtout à domicile. Et donc, ils ont fait l'essentiel face à un adversaire, on va dire, direct, qui était à quelques points d'eux. On va passer à présent au match, au choc de cette 20e journée, qui a opposé le Mouloudia Club d'Oran au CS Constantine. Il n'y a pas eu de but, là aussi, c'était au stade Ahmed Zabana d'Oran, 0 partout entre cette équipe, entre ces deux clubs. On va voir les images dans quelques instants. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu
il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, on va le dire clairement, Abdelnour Kawa, entre deux équipes qui... Vous savez, voilà, j'allais dire on avait parlé de toute façon du MCO qui pendant toute cette trêve-là était en grève. Donc c'est vraiment difficile de reprendre la compétition. Ils avaient gagné leur premier match à la reprise et puis c'est tout. Donc maintenant, ils n'ont pas encore récupéré le rythme de jeu qui est nécessaire pour des victoires. Mais par contre, moi, pour le CSC, depuis qu'il y a eu cette fameuse turbulence du staff, il part ou il part pas, et tout, je crois qu'ils sont en train de... Mais le CSC ne perd pas en tout cas. Oui, c'est vrai qu'elle ne gagne pas, mais elle perd du terrain. Toujours deuxième au classement, mais ils risquent de payer très cher. Les points perdus, ils visent le podium. Hein. Ah oui, avec les matchs en retard encore à disputer. L'USMA, par exemple, avec 3 matchs en retard, en cas de victoire, pourrait dépasser le CSC. Le Mouloudia également, avec le Mouloudia, effectivement. Donc, on va dire un match assez insipide. C'est vrai qu'il y a eu quelques occasions du côté du MCO. Au moins, bonne nouvelle pour le MCO, puisqu'il y a une société qui doit les parrainer. Donc, ça serait une très bonne chose. Vous auriez pu les mettre dans vos 3 points. Le MCO qui est parrainé. Oui, on en a parlé de toute façon. On en a parlé la semaine dernière. Et c'est fait du côté du MCO. À présent, on passe au dernier match disputé. Donc ce week-end, je le rappelle, pas mal de matchs reportés en raison du déroulement puisque nos clubs jouent en Coupe d'Afrique, effectivement. Et la Sawa aussi disputera ce mardi la manche retour du premier tour qualificatif à la Coupe arabe. Et le dernier match, donc, opposé le Hilal Shel-Rom El-Aïd à l'USM Khenchela, l'équipe du Hilal Shel-Rom El-Aïd qui n'a pas encore gagné en championnat cette saison et qui s'est écroulée une nouvelle fois à domicile face à cette équipe de Khenchela. Linda Teboul nous résume cela. Et une autre défaite pour le HB Shel-Rom El-Aïd, dernier du classement général qui a reçu le SM Khenchela dans un derby de l'Est avec l'ambition d'enregistrer sa première victoire de la saison. Les locaux et dès les premières minutes de jeu ont failli ouvrir la marque suite au tir de Amrani, avorté par le gardien. La réplique des Khencheli est venue par un tir de Maxwell quelques minutes plus tard. 2 tentatives seulement durant le premier quart d'heure de la rencontre qui a été avare en occasion. Malgré un jeu offensif des Shel-Romi, le dernier geste manquait pour ouvrir la marque. 5 minutes avant la fin de la première partie, l'arbitre siffle penalty pour le SMK et c'est Sofiane Bayazid qui le transforme. Score à la mi-temps, 1-0 en faveur des visiteurs. Un but qui donne de la confiance aux gars de Khenchela qui ont montré un autre visage durant la deuxième période. Une équipe plus déterminée qui s'est procuré plusieurs occasions et qui ont fini par se concrétiser à la 65e minute par le biais de Saadou qui a soulagé ses coéquipiers en aggravant la marque pour Khenchela. Les locaux n'ont pas baissé les bras et ont continué à créer le danger dans le camp adverse. Et c'est finalement Brouch qui trouve la faille dans la défense de l'USMK grâce à un penalty dans le temps additionnel. Le seul but pour les locaux et le dernier de la rencontre qui s'achève sur le score de 2-1 en faveur de Khenchela que l'arbitre siffle la fin de ce débat. Une victoire qui permet à l'USM Khenchela d'améliorer sa position au classement alors que le HB Shel-Rom El-Aïd poursuit sa série de mauvais résultats. Bravo à cette équipe de Khenchela là aussi qui assure belle victoire et qui reste à la 7e place. Mais on va parler à présent du Hilal Shel-Rom El-Aïd. Cette équipe, bon dernier au classement général avec 2 petits points, pas encore de victoire pour cette équipe de Shel-Rom El-Aïd et je pense que ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison. Coach Fodil Selem, vous êtes avec nous aujourd'hui. Comment expliquer ce relâchement total de Shel-Rom El-Aïd cette saison? Je vais être direct, sans pour autant. On espère bien que vous allez être direct. Ça n'a pas bien marché dès le début de saison. Et pourtant, l'effectif était bon sur papier. Hein. Quand je me rappelle, les joueurs qu'il y avait, il y avait de l'expérience, il y avait des jeunes joueurs qui... Moi, j'avais commenté quelques matchs. Je me rappelle le match au Paradou. C'était un beau match de Shel-Rom El-Aïd. Le match était retransmis. Je ne vais pas parler de la valeur des joueurs.
je vais parler aussi de ce qui s'est passé l'année passée, l'année d'avant et cette année. L'équipe, elle a accédé avec l'argent d'une seule personne. Puis, elle s'est maintenue avec l'argent de la même personne. Vous parlez de qui? Du président? De M. Bourouag Hicham. Qui était le directeur, le président du C'était un jeune président. Oui. Avec son cabinet, ils ont su gérer la situation pendant 2 années, puisque la saison dernière, il y avait beaucoup de problèmes. Question d'argent, question des salaires, question de... Et puis on avait une très bonne équipe. Je crois que au niveau des matchs retour, peut-être il n'y a pas eu de défaite. Oui, il n'y a pas eu de défaite, pas beaucoup de défaites. Cette année, ça n'a pas marché, puisque je ne vais pas accuser des gens qu'ils n'ont pas bien travaillé là, mais il y avait des choses qui n'allaient pas avec la gestion d'une équipe de professionnels. La première chose, le côté financier, il n'existait pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, avant l'arrivée de la même équipe dirigeante de l'année passée, sauf le président. Les gens n'avaient pas d'argent. Les joueurs attendaient l'année dernière, ils avaient reçu des salaires de 2 mois, 3 mois. Donc, l'équipe, elle travaillait. Après, ça a été un bloc au niveau de l'équipe, parce qu'après 5-6 mois, ils n'ont pas reçu de salaire. Cette année, aucun salaire. Pour faire court et rapide, coach Salem, vous dites que l'argent, le manque de liquidité, en tout cas, c'est ce qui explique en partie ou en totalité ce ratage cette saison. Et comment expliquer qu'il n'y a même pas eu de victoire? On a connu des équipes qui ont galéré sur le plan financier lors des dernières années, mais qui arrivaient quand même à terminer la saison avec au moins 3-4 victoires. Là, 2 points seulement après 20 matchs disputés. Oui, mais attention, le premier match, il a été joué avec les espoirs. C'est vrai, oui, il n'y a pas eu. C'est vrai. Face au CRB. Les joueurs qu'on a recrutés, ils ont commencé la préparation après le premier match. C'est vrai. Donc là, il y a problème de préparation. Donc il y a un problème d'argent, il y a un problème de gestion, il y a un problème de préparation. Oui. Donc on a fait n'importe quoi du côté de l'Afrique. C'est un tout, ça. C'est un tout pour aller à la débâcle. Et vous êtes un enfant de la ville, un enfant de ce club. Et à chaque fois, on vous fait appel pour un petit peu sauver ce qu'il y a à sauver. Et vous êtes revenu au club. Mais ça a été trop tard. Mais si ça a été, c'est trop tard. Pourquoi vous avez accepté cette mission? Parce qu'on a parlé avec les dirigeants. C'était trop tard parce que l'équipe elle est relégable. Premièrement, la totalité des joueurs, on a 5 joueurs seniors, dont 2 premières années seniors. Les autres, c'est des... Il n'y a que des jeunes. C'est l'occasion de permettre à ces jeunes de jouer. De former pour peu que la situation financière puisse être réglée. Parce que si ça perdure dans le temps, l'équipe va disparaître. Je vais parler de ça avec les dirigeants qui ont... Rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. Les dirigeants qui ont su gérer la situation pendant... un laps de temps très très court, mais pas beaucoup d'argent. Ils ont fait habiller à peu près 200 jeunes sur vêtements avec les joueurs, les jeunes ils se déplacent, ils mangent les déplacements. Il y a quelque chose qui a changé un petit peu. A priori, ils ont fait une petite réunion lors de notre passage à l'USMA avec monsieur Louali. Ils ont demandé l'état de l'équipe, ils ont donné tous les bilans. Et il est prêt pour les aider dans ce sens-là. C'est vrai que, pour finir, on va dire que cette saison est à mettre aux oubliettes du côté de Cholromley, mais ce n'est pas une finalité de descendre en Ligue 2. Puisque il faut se préparer à remonter ou du moins à faire une bonne saison quand on voit
clubs à l'image du Kaba, Borj Bouaririj, Relizane, sont en train de disparaître. Al-Mat, Tlemcen, là, qui chutent, qui quittent l'élite et qui quittent par la suite tout le monde professionnel et qui vont se retrouver en 3e, 4e division. C'est malheureux de les voir à cette échelle. En tout cas, merci. On arrive au terme de cette émission. Merci en tout cas. Une petite. Oui, allez-y. Sans pour autant, qui me dit que donner les gens à leur juste valeur. Les dirigeants qui ont pris la décision de mener ces jeunes vers un avenir prospère, Inch'Allah. Monsieur Hamza Wadfel, Sami, Rajdi, Hicham Tabib et les autres, bon, ils ne sont même pas 7 ou 8 dirigeants. On les salue, C'est vrai que parfois c'est compliqué, mais il y a beaucoup de personnes, des volontaires qui essayent, de bénévoles plutôt, qui essayent d'apporter de leur propre argent. Donc on les remercie à notre tour. Merci Fodil. Merci bien. On espère vous revoir très bientôt, Inch'Allah. Et on espère, moi j'espère que du côté de Shalom Alaïd, on va vous donner les clés de cette équipe pour préparer le club, l'équipe dès l'année prochaine et pourquoi pas faire un retour rapide en Liga. Merci Mehdi. Merci Saïd. À très bientôt, Inch'Allah. On espère vous revoir très bientôt. Merci Abdelma. Merci Saïd, à très bientôt. Merci à nos chers téléspectateurs. Une petite pensée à notre ami Salah Ben Marabet, notre chauffeur donc, qui nous a quittés aujourd'hui. Rabbi Rahmou, toutes nos pensées à sa famille et nos condoléances là aussi à sa famille. Rabbi Rahmou, Inch'Allah fil Jannah. Je vous dis à très bientôt. Merci à toute l'équipe évidemment de la régie de Sahar Mdakom, effectivement, puisque dimanche prochain, je le disais tout à l'heure, ça sera à partir de 16h. On sera en direct à partir de 16h, histoire de nous permettre de se reposer en soirée, n'est-ce pas, Abdelma? J'aurais préféré le contraire. Abdelma aurait préféré la soirée. Allez, au revoir. Restez branchés sur Canal Algérie. Merci.